vous lire, on peut distinguer 4 modes d'organisation du pouvoir et de la société en Occident, qui seraient le public, le privé, le tribal et le commun. Qu'est-ce qui les distingue, sachant que donc vous insistez sur la possibilité de faire ressurgir ou surgir cette dernière dimension un peu mise de côté? Alors le privé, on voit bien ce que c'est, hein, c'est l'appropriation pour soi-même. Et la formalisation de ça, c'est la propriété privée, dans le droit romain, reprise par les théologiens glossateurs grégoriens, et puis réactivée par le Code civil, par exemple. Le public, c'est l'idée que vous pouvez édicter des règles qui s'imposent, qui sont universelles, qui s'imposent à tous, et qui s'imposent sans délibération, c'est-à-dire dont le sens est supposé être à fleur de texte. Voilà, tout le monde, nul n'est censé ignorer la loi, et si vous êtes verbalisé dans la rue parce que vous avez brûlé un feu rouge, bon, vous n'allez pas commencer à interpréter la couleur du feu rouge avec l'agent de police qui vous verbalise. Donc vous êtes supposé, on fait l'hypothèse qu'il y a une unanimité sur le sens obvi délivré par la loi. Ça, c'est le public. Et puis le tribal, c'est encore autre chose, c'est, disons, la constitution du politique à partir de ce que Carl Schmitt a appelé, si vous voulez, la dualité ami-ennemi. Alors si vous dites que ce qui est fondateur du politique, c'est l'opposition ami-ennemi, les amis sont ceux qui sont dans votre tribu, les ennemis sont ceux qui n'en sont pas, et face à qui vous vous sentez autorisé à user de la violence, alors là, vous êtes dans le tribal. Et moi, je crois très profondément que la résurgence des extrêmes droites en Occident, que ce soit aux États-Unis avec Trump, ou en Italie avec Giorgia Meloni, en France, en Allemagne, en Suède maintenant, c'est pas tellement, disons, une résurrection du fascisme, puisque la Suède n'a aucune tradition fasciste, mais c'est une espèce de réaction tribale de la tribu des Blancs. Vous voyez, une espèce de réaction de peur face au danger écologique, à la raréfaction des ressources. Bon. Donc c'est une retribalisation de l'espace démocratique de discussion. Et puis le commun, c'est le 4e schème, disons, c'est le plus intéressant. C'est à la fois le plus ancien et le plus moderne. Le plus ancien parce que si vous allez vivre en brousse en Afrique subsaharienne, comme je l'ai fait, vous verrez que dans un village de brousse, par exemple au sud du Tchad, la propriété privée, ça n'a aucun sens. Dire, personne ne s'estime le propriétaire privé de quoi que ce soit. La terre est partagée en commun et on peut attribuer un lopin de terre à quelqu'un qui en a besoin dans une délibération à l'intérieur du village avec le chef de terre, le chef du village, etc. Et donc, au fond, c'est ce qu'il y a de plus ancien, le rapport au monde comme commun. C'est aussi ce qu'il y a de plus moderne parce que ce qui s'invente aujourd'hui sur Internet, c'est essentiellement des nouveaux communs, des communs digitaux. Wikipédia est l'exemple le plus connu de ça, mais tout le mouvement des logiciels libres va dans cette direction, le peer-to-peer, le copyleft, etc. Les communs, c'est quoi? C'est l'idée qu'une communauté décide de prendre soin d'une ressource, qu'il s'agisse d'une ressource matérielle, des poissons dans un projet de pisciculture, d'une ressource immatérielle, le savoir partagé dans Wikipédia, mais elle décide d'en prendre soin avec des règles qui sont telles que ces règles incluent elles-mêmes dans leur propre écriture la possibilité d'interprétation contradictoire. Donc le pluralisme herméneutique, on pourrait dire, pour être un tout petit peu savant, et la possibilité d'un conflit d'interprétation qui fait partie de l'histoire de la réception de ce texte. Alors, typiquement, la loi n'est pas écrite comme un commun. Mais ce que je suis dire, c'est que depuis même le droit canon, voilà, en réalité, elle est toujours interprétée. Donc il y a une ventriloquie du commun derrière la fiction du public, vous voyez, en permanence. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que moi je peux avoir là, depuis, je dirais, une dizaine d'années, que les communs sont devenus une sorte de panacée théorique de la gauche, traumatisée par l'échec du communisme réel, mais qui a du mal à être implémenté, même si ça fonctionne bien intellectuellement? Alors, oui et non, c'est-à-dire, de facto, il y a plein d'initiatives sur le terrain qui vont dans le sens des communs. Quelques exemples, la floraison des monnaies locales, c'est une manière de se réapproprier la monnaie comme commun, aussi bien en Europe, où l'euro a été privatisé, qu'au Brésil, etc. Ça, c'est, oui, et donc, ça, c'est une initiative parmi beaucoup, beaucoup d'autres, et qui marche très bien. Prenez l'exemple du Sardex en Sardaigne. Le volume des transactions du Sardex aujourd'hui, chaque année, c'est l'équivalent d'1 milliard d'euros. Donc, c'est pas une petite affaire. Et il y a des Italiens qui sont en train d'essayer de créer un marché d'échanges internationaux, ou en tout cas national, mais disons sur plusieurs régions, interrégionales, entre la Sardaigne et Naples. Vous voyez, de sorte que le Sarde qui se déplacerait à Naples pourrait échanger son Sardex contre une monnaie locale napolitaine. Ça, c'est un exemple, parmi beaucoup d'autres. Et puis, toute la réflexion qu'il y a aujourd'hui, à droite comme à gauche d'ailleurs, sur la réforme de la gouvernance des entreprises. Je pense, par exemple, au très beau livre de Daniel Hurstel, qui avait contribué à l'un de mes bouquins à moi, 20 propositions pour réformer le capitalisme, sur la réforme de la gouvernance de l'entreprise, ou au très beau livre de Cécile Renoir, par exemple, sur l'entreprise comme commun. Tout ça, ça vise à faire quoi? Ça vise à revaloriser le fait qu'une entreprise, c'est pas juste des capitaux privés détenus par les actionnaires, c'est un commun
En fait, c'est un commun partagé entre toutes les parties prenantes de l'entreprise qui contribuent au projet d'utilité sociale de l'entreprise, en principe en tout cas. Voilà. Les communs sans État pour les protéger, soit se tribalisent, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui au Liban, par exemple. L'État s'est effondré, il n'existe plus, et on a une retribalisation extrêmement violente de la société libanaise, ou bien dans d'autres pays comme le Mali, la Mauritanie, le Burkina, dans une certaine mesure, ou bien il est privatisé. Il est reprivatisé. Alors, exemple, la myriade de coopératives de production décentralisée d'énergie renouvelable en Allemagne, qui avait fait florès à partir de 2010, a été entièrement reprivatisée par des groupes industriels. Et aujourd'hui, c'est plus du tout le même projet de société. Autre exemple, Airbnb. Airbnb, c'était une très belle initiative. C'était faire de mon lieu d'habitation un commun. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est du business. Et Barcelone, à juste titre d'ailleurs, a interdit Airbnb dans Barcelone. Parce qu'Airbnb finit par détruire le lien social à l'intérieur des centres-villes. Hein, parce que vous n'avez plus que des touristes qui ne se connaissent pas, qui ne partagent rien, qui viennent passer 3 jours et qui repartent. Tandis que les habitants de la ville, eux, sont dans la périphérie puisqu'ils laissent leurs beaux appartements pour faire de l'argent avec Airbnb. Alors vous en passez justement parce qu'il y a un article un peu fondateur de la fin des années 60 qui s'appelle « La tragédie des biens communs » qui donne l'idée qu'en fait, au final, les égoïsmes finiront par reprendre le dessus quoi qu'il arrive. Alors c'est d'un opposant au commun. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'on pourrait éviter ces tragédies des biens communs? Vous passez par exemple des Vélib parisiens, par exemple. Est-ce que c'est pas une croyance en une certaine bonté christique de l'homme qui vous fait penser ça? Non, enfin, donc, de toute façon, mon livre est animé par une anthropologie chrétienne, fondamentalement optimiste sur l'humanité, on pourrait dire ça, hein, très rapidement. Mais non, c'est-à-dire, en fait, l'article de Hardin est un contresens total. Et aujourd'hui, donc Garrett Hardin, qui est le biologiste qui avait signé cet article en 1968. Et aujourd'hui, c'est assez clair pour tout le monde. C'est-à-dire, l'argument de Hardin, c'est si quelque chose est une propriété commune, personne n'en prend soin et donc elle est détruite ou elle est surexploitée, par exemple. Tandis que si c'est une propriété privée, alors le propriétaire a tout intérêt à en prendre soin. Mon expérience lorsque j'étais à l'Agence française de développement, comme chef économiste, c'est exactement le contraire. Par exemple, l'eau. Pour prendre soin de l'eau, il n'y a rien de mieux que de charger une communauté, en particulier une communauté de femmes, de prendre soin de l'eau. Et l'exemple paradigmatique de ça, c'est ce qui s'est passé à La Paz en Bolivie, été 2016. La Paz, qui est la capitale, 4000 mètres d'altitude. Les bourgeois de centre-ville de La Paz n'ont plus d'eau au robinet, ce qui est extrêmement difficile. On peut vivre quelques jours sans électricité, on va peut-être en faire l'expérience cet hiver en France, mais on ne peut pas vivre sans eau. Et les pauvres des favelas, les ménages modestes des favelas autour de la périphérie de La Paz, qui ont organisé la gestion de l'eau sous forme de petites communautés qui prennent l'eau comme un commun, eux, on continue à avoir de l'eau tout l'été. Et l'AFD a favorisé, promu énormément d'initiatives de cette nature, en faisant l'expérience que ça marche beaucoup mieux que la privatisation de l'eau, qui est terrible, et que la transformation de l'eau en bien public, parce que l'État est un assez mauvais gestionnaire de l'eau.